Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde et ne pas avoir d'emploi. Vous pouvez avoir le prix Nobel et ne pas savoir dire bonjour. Il n'y a pas forcément de lien causal direct entre tout ce qu'on peut apprendre, toutes les aptitudes qu'on peut acquérir et le résultat. Rosalie, je l'appelle mon grand mystère depuis qu'elle est toute petite. Il y a à la fois elle en tant que personne, il y a elle avec son handicap. Ici, dans cette maison, par exemple, elle a entre 20 et 30 secondes d'autonomie sans qu'on puisse avoir un regard dessus. Il faut tout le temps la surveiller. La cause de l'autisme, c'est vraiment très complexe. On sait qu'il n'y a pas une cause qui explique l'autisme en général, mais c'est vraiment de multiples facteurs de prédisposition, des multiples facteurs de susceptibilité qui doivent s'associer entre eux la plupart du temps pour permettre à l'autisme de s'exprimer. L'autisme est un trouble qui perturbe les interactions sociales, le langage et les émotions. En Europe, près d'une personne sur 100 est touchée par la maladie. Et pourtant, aucun traitement spécifique n'est disponible. Mais la recherche progresse. Ces avancées en génétique et en imagerie fournissent de nouvelles pièces qui, petit à petit, complètent le grand puzzle de l'autisme. Il existe vraiment différentes formes d'autisme qui vont s'exprimer de manière très variable, avec bien sûr des symptômes communs qui sont les symptômes de l'autisme. Mais donc dans ces formes, il y a des formes très sévères, avec des retentissements très importants dans la vie de tous les jours, d'autres qui permettent une intégration dans la vie active. Donc ce sont des formes de gravité très variables. Pour regrouper toutes ces formes, on parle de troubles du spectre autistique. Joseph Chovanec a 33 ans. Lui, c'est un autiste à haut potentiel. Diplômé de Sciences Po, docteur en philosophie, il parle plusieurs langues. Pourtant, même pour lui, la vie de tous les jours est parfois bien compliquée. Un exemple de règles sociales quasiment impossibles à apprendre, ce sont les jeux de regard. Ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à apprendre, je crois, pour des gens avec autisme. Parce que ce n'est même pas tant le fait qu'il faille regarder son interlocuteur. Parce que les gens ne regardent pas réellement leur interlocuteur. Il y a des codes très complexes, par exemple, pour, comme on dit, baisser son regard quelques secondes, puis le relever. Ce n'est jamais tout à fait un regard immobile vers l'autre. Thomas Bourgeron est chercheur à l'Institut Pasteur. Avec son équipe, il traque les gènes de l'autisme. Au départ, le patient est vu par un psychiatre, on a un diagnostic d'autisme. Ça, c'est très important. Après, on a un prélèvement de sang. Et puis après, on isole à partir de ce prélèvement de sang l'ADN. Donc l'ADN, c'est 3 milliards de lettres, ces fameuses ATGC. C'est une double hélice. Alors c'est ce que vous voyez ici, où on a tout le chromosome, ici 11 d'un individu. Et on peut se balader virtuellement sur ce génome et quelquefois on voit ça. C'est en fait le signal qui baisse. Et ce signal qui baisse montre que cet enfant a perdu 1, 2, 3, 4, 5 millions de lettres. Et quand il a perdu ces 5 millions de lettres, en fait, il a perdu aussi tous ses gènes. Donc tout le travail du laboratoire pour cet enfant, c'est d'essayer de comprendre, parmi tous ces gènes, quel est celui ou ceux qui sont responsables de l'autisme chez cette personne. Il y a des dizaines de gènes responsables de l'autisme. Et beaucoup de ces gènes sont impliqués dans le développement des neurones et plus particulièrement dans le fonctionnement des synapses, les points de contact entre les neurones. Chez l'autiste, quand ces gènes sont défectueux, les synapses sont affaiblies. Dans ce laboratoire, les chercheurs ont créé des souris dont un gène a justement été désactivé. Donc ces souris sont mutées pour un gène qui a été associé à l'autisme. Donc là, c'est un exemple d'interaction sociale où on va regarder les types de contacts qu'elles ont avec le congénère et si ces contacts sont normaux ou pas, s'il y en a beaucoup ou pas, et ainsi de suite. Pour cette expérience, on a 2 bacs. Dans le premier, 2 souris normales. Dans le second, une souris normale et une souris mutée. À gauche, les 2 souris normales recherchent le contact entre elles. Alors que sur l'image de droite, la souris mutée se désintéresse de sa congénère pour préférer explorer seule sa cage. Deuxième démonstration. Cette fois, à gauche comme à droite, il y a une souris mutée. À gauche, elle fait des sauts dans le coin de la cage. À droite, elle se toilette sans arrêt. Donc là, en fait, ce qu'on a fait avec ces expériences, on a vraiment validé
ce modèle comme un modèle d'autisme pour essayer un jour de pouvoir réparer un peu ces anomalies pour rétablir les déficits qu'on a vus sur ces souris-là. Un grand nombre de gènes impliqués dans l'autisme reste à découvrir et chaque laboratoire a sa propre technique. À l'université de Leuven, l'équipe de Patrick Kallartz travaille sur un autre modèle animal, la mouche drosophile. Ce qu'on constate dans l'autisme, c'est une réponse anormale de l'individu à un stimulus de l'environnement, à quelque chose que quelqu'un fait ou à quelque chose qu'il voit. Et c'est ce que nous essayons de reproduire avec les drosophiles. Un des problèmes de l'autisme peut être une réaction anormalement agressive. Pour cette expérience, on a fabriqué une petite arène remplie de nourriture. Ensuite, on capture quelques mouches mutées et on les fait entrer dans l'arène. Le comportement de ces gladiateurs zélés est ensuite enregistré pendant 20 minutes à l'aide d'une caméra spéciale. Et voilà ce que ça donne. Ah voilà, elle est en train de la chasser. Là, elle est en train de gagner. Ah voilà le vainqueur. Et maintenant, ils sont en train de lutter. Elles sont vraiment agressives. Ah oui, elles le sont. Au-delà des gènes, les chercheurs veulent aussi observer la structure du cerveau des mouches violentes. Pour y arriver, la tête est séparée du corps, puis le cerveau est monté sur une lame de microscope. On peut constater que les structures du cerveau sont normales. Ce n'est donc pas le développement, la construction du cerveau qui pose problème, mais plutôt son fonctionnement. Et c'est particulièrement intéressant car on a remarqué que le cerveau de certains autistes présente des différences sensibles alors que d'autres pas. Si les différences ne se voient pas à l'échelle d'une drosophile, pourraient-elles être plus significatives au niveau d'un cerveau humain ? Au King's College de Londres, on a lancé une vaste étude pour essayer de définir de nouveaux critères morphologiques pour diagnostiquer l'autisme. Nous essayons d'utiliser toute la richesse du cerveau dans ces 3 dimensions. Si vous imaginez que la surface du cerveau ressemble aux Alpes ou bien à une planète, eh bien, ce que nous essayons de faire, c'est d'analyser toutes ces données en 3 dimensions, comme si c'était des pics, des crevasses, des vallées ou des rivières. Puis nous assemblons tout ça pour définir une image type du cerveau d'une personne autiste, pour savoir s'il est possible d'utiliser cette image pour distinguer les gens souffrant d'autisme des autres. Ce qu'on peut voir ici en bleu, ce sont les régions impliquées dans les interactions sociales. On peut aussi voir ces régions impliquées dans le langage, en rouge et en jaune. Nous avons découvert que ces régions du cerveau, leur architecture tridimensionnelle, nous permettait de faire la différence entre des gens avec autisme et sans. Mais soyons clairs, nous ne pouvons pas utiliser ces images seules. Mais, comme c'est le cas quand vous allez chez un spécialiste en médecine, nous pourrions utiliser ces images en combinaison avec l'histoire médicale du patient pour arriver à un meilleur diagnostic. Et voilà. Hop. Aujourd'hui, ce qui compte le plus pour les parents, c'est de voir leur enfant progresser. Leur espoir, c'est une recherche qui avance pour conduire à une meilleure autonomie. C'est sur la longueur que c'est difficile à gérer. Quand l'enfant est petit et qu'on est dans une espèce de lutte pour qu'elle se développe, il y a énormément d'énergie. Et puis on s'épuise, elle arrête d'évoluer. Il y a des choses qu'elle aimait bien faire qu'elle n'aime plus faire. On est obligé d'avoir de l'aide et faire appel à des gens qualifiés et compétents pour faire grandir notre enfant parce que tout seul, on n'en sort pas. Et ça, c'est un truc qui est vraiment très très douloureux et qui le restera toujours. On commence à comprendre certains mécanismes biologiques et génétiques impliqués dans l'autisme. Mais le puzzle comprend énormément de pièces qui interagissent. Il faut sans doute que différentes pièces génétiques s'associent ensemble, sur lesquelles viennent se greffer différentes pièces non génétiques, des influences de l'environnement, pour finalement créer un terrain favorable au développement de la pathologie. On connaît mal les facteurs environnementaux, on ne les a pas encore très bien identifiés, mais il y a plusieurs équipes de recherche, par exemple, qui ont pointé des événements qui peuvent survenir pendant la grossesse.
Alors si par exemple vous avez une maman qui développe un diabète pendant la grossesse, ou si vous avez une maman qui contracte une maladie virale sévère en début de grossesse, eh bien il y a certaines études qui ont montré que sans doute ces mamans-là sont plus à risque que d'autres d'avoir un enfant qui va développer une maladie du spectre autistique. Ça ne veut pas dire que si vous avez un diabète de grossesse, d'office vous allez avoir un enfant autiste, mais simplement vous augmentez votre risque parce que vous ajoutez une pièce supplémentaire au fameux puzzle. Un puzzle dont certaines pièces nocives pourraient être liées au tabac, à l'alcool et à certains pesticides. Mais l'Europe et l'industrie se mobilisent pour chercher de nouvelles solutions diagnostiques et curatives. Arriver à développer un traitement efficace contre l'autisme, c'est un défi extraordinaire. Et pour rencontrer ce défi, les industriels se sont mis ensemble, ce qui est sans précédent. Donc tous ces grands ensembles pharmaceutiques, grâce à l'environnement qui leur est offert en Europe, ont décidé d'unir leurs forces. Et donc cet ensemble, avec aussi des représentants des patients et de leurs familles, qu'un effort collectif est fait pour effectivement progresser. Pendant que la recherche progresse, une prise en charge globale des patients garde tout son sens, quel que soit leur âge. Bien sûr, à l'avenir, on espère que peut-être différentes approches intégrées permettraient d'établir un diagnostic plus rapide, plus précoce de l'autisme en intégrant des facteurs psychologiques, mais également des tests génétiques, des tests biologiques, des tests d'imagerie cérébrale. On n'y est pas encore, mais on espère que des connaissances permettront de mettre tous ces aspects ensemble pour finalement obtenir un diagnostic plus précoce et une prise en charge plus précoce de l'autisme.